Le 18 avril 2026, 5e année, 54e jour depuis le début de l'invasion à grande échelle. Bienvenue, voici le rapport de situation. Aujourd'hui, le rapport abordera de nombreux sujets, mais peu sur le front. Nous allons voir que le ministère russe de la Défense, tenez-vous bien, souhaite priver les troupes de drones et bloquer ces drones. On voit aussi comment le fabricant d'armement allemand Diehl Defence est en train de conclure un accord très lucratif. Nous allons aussi examiner les missiles nord-coréens et leurs analyses, intéressantes puisqu'ils ont frappé Kiev la nuit dernière, ainsi que d'autres sujets. Vous vous demandez sûrement pourquoi un rapport de situation paraît déjà ce samedi. Eh bien, hier il n'y en a pas eu. Je suis encore assez actif dans le bénévolat et j'étais chez les pompiers. C'est pourquoi je n'ai pas pu terminer le rapport. Mais vous me connaissez. Je suis quelqu'un qui va là où les autres fuient. Et cela se voit aussi dans mon parcours. Mais à part cela, je dois rédiger au moins 6 rapports par semaine, c'est pourquoi celui d'aujourd'hui est basé sur des informations d'hier et de ce matin. Amusez-vous bien et merci d'être là. Dans la région de Saint-Pétersbourg, des civils expérimentés militairement sont recrutés pour la défense aérienne. Cela s'explique par la hausse des attaques de drones ukrainiens, qui frappent désormais l'arrière-pays russe en profondeur. Selon Alexander Drushenko, des équipes mobiles de tir doivent être stationnées directement auprès des entreprises et infrastructures critiques. L'appel s'adresse spécifiquement aux anciens soldats, à qui l'on propose des contrats d'une durée allant jusqu'à 3 ans, ainsi que des périodes obligatoires de formation ou de service de plusieurs mois dans des casernes. Ainsi, la défense anti-aérienne n'est plus assurée uniquement par des unités régulières, mais elle est délibérément étendue jusque dans les secteurs civils. Je ne suis pas encore tout à fait sûr qu'ils obtiendront alors le statut de soldat, mais d'après ce que l'on entend, cela semble être une sorte d'étape intermédiaire. On pourrait presque dire qu'il s'agit en quelque sorte de Flakelfer adultes. Mais nous voyons que la guerre conduit de plus en plus en Russie à ce que la population civile doive désormais aussi apporter sa contribution, car la situation commence peu à peu à devenir incontrôlable sur ce qu'on appelle le front intérieur. Qui aurait imaginé en 2022 que des drones ukrainiens frappent Saint-Pétersbourg ? Probablement personne. Je pense que même du côté ukrainien, on ne s'attendait pas vraiment à cela. Mais comme nous le voyons, tout cela a changé. Nous sommes maintenant au début de 2026 et des cibles dans presque toute la Russie sont frappées, au moins jusqu'à l'Oural. Le fabricant allemand Diehl Defence a conclu une coopération technologique avec des partenaires ukrainiens, y compris l'entreprise Firepoint. Vous les connaissez, ce sont ceux qui fabriquent le Flamingo et qui travaillent actuellement sur 2 missiles balistiques, à savoir le FP7 et le FP9. Aucun projet concret n'a été annoncé officiellement, mais la direction est claire. Il s'agit de missiles et de défense aérienne. Il s'agit notamment des modernisations du missile Neptun, conçu à l'origine pour la lutte anti-navire, et du développement de solutions d'interception économique contre drones et missiles de croisière. Encore une fois à propos du missile Neptun. Il a été initialement développé pour la lutte anti-navire. C'est avec ce missile qu'ils ont également coulé le Moskva, le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire. Plus tard, d'autres versions adaptées aux cibles terrestres sont apparues, et je pense que c'est vers cela que cela évoluera. C'est justement ce dernier point qui est crucial, à savoir la défense contre les drones et les missiles de croisière, car la défense aérienne actuelle est extrêmement coûteuse alors que les drones et les missiles de croisière sont relativement bon marché. Surtout les drones, et c'est précisément là que Diehl entre en jeu. Les systèmes comme IRIS apportent une expérience précieuse en guidage, détection des cibles et logique d'interception, domaine clé de l'efficacité. La partie ukrainienne apporte une expérience du combat et ses propres innovations, notamment dans le domaine des drones. Donc tout cela n'est pas une livraison classique, mais plutôt une mise en commun des points forts. Si les missiles intercepteurs deviennent moins chers sans trop perdre en performance, le rapport des coûts change à nouveau. C'est aussi très avantageux pour l'Allemagne. Nous tirons autant, voire plus, profit de cet échange que les Ukrainiens. Diehl Defence, et malheureusement ce n'est pas une publicité payée, car personne ne veut m'offrir un système de défense aérienne. Mais à mes yeux, Diehl Defence construit avec IRIS l'un des meilleurs systèmes de défense aérienne au monde. Il y a 1 an, j'ai discuté avec des représentants de Diehl Defence au Salon aéronautique de Paris, et je dois vraiment dire que ce système surpasse de loin beaucoup d'autres, et qu'il n'est pas sans raison très apprécié en Ukraine. Créer quelque chose qui fonctionne vraiment très bien et ils l'ont bien fait. Alors voyons ce qu'ils réussiront à faire à l'avenir sur la base de nouvelles connaissances. On peut sans doute dire « deal with it » à tout projectile détecté par ce système. Regardez, ici, c'est le scientifique Robert Nikhmatulin qui parle au Forum économique de Moscou. Retenez bien son visage car il aura sans doute bientôt besoin d'une protection contre les chutes par la fenêtre. Mais pourquoi ? Écoutons un peu ce dont il parle en public.
Quel problème avons-nous? Quel genre de problème? Voici un indicateur, le revenu le plus bas de toute l'Europe. Combien de temps cela peut-il continuer ainsi? Sous la direction soviétique, nous étions plus pauvres, mais avons pu reconstruire le pays. Nous travaillions sur l'exploration spatiale et l'énergie nucléaire, et étions en avance. Nous avons fait des sacrifices pour cela. Il veut dire qu'ils étaient un pauvre à l'époque soviétique, mais en comprenant la raison, les investissements étant rentables. Mais maintenant, nous avons tout perdu, et nous sommes toujours les plus pauvres. Même les régions les plus pauvres de Chine ont un revenu plus élevé que nos régions les plus pauvres. Comment peut-on rester calme face à cela? Déclin démographique. Nous avons atteint un niveau où la population russe diminue de 600 000 personnes par an. Le produit intérieur brut augmente d'environ 1,5% par an depuis 2015, donc depuis 11 ans. Mais savez-vous de combien les prix ont augmenté depuis? D'environ 77%. C'est un homme bien, il expose clairement les problèmes sur une tribune publique, et cela en Russie, où l'on ne vit en sécurité qu'au rez-de-chaussée, surtout après de telles déclarations. Dans les cercles militaires russes, les critiques envers une décision du ministère de la Défense augmentent. Il semble que les drones doivent être de plus en plus retirés de l'infanterie pour être principalement attribués aux soi-disant forces des systèmes sans pilote. Un ancien pilote de drone, Andrei Filatov, décrit les conséquences possibles de manière exceptionnellement drastique. Son évaluation. Cela détruit précisément ce qui a été construit au front au prix de lourdes pertes. Des unités de drones opérant directement avec les troupes. Le problème vient de la séparation entre drones et infanterie. Jusqu'à présent, l'avantage était que les pilotes de drones étaient indirectement intégrés à la conduite des combats. Des circuits courts, des réactions rapides, un repérage immédiat des cibles. Si ces compétences sont désormais externalisées dans des structures séparées, c'est précisément ce lien qui se perd. Filatov dit que l'infanterie devient aveugle. En pratique, il est quasi impossible de piloter efficacement des drones depuis la deuxième ligne. Manque de communication et de transmission stable, perte de temps, la rapidité et l'efficacité diminuent. Parallèlement, des critiques visent le commandement. Au centre des critiques se trouve Alexei Krivorouchko, auquel on attribue des liens étroits avec l'industrie de l'armement. La centralisation profite aux grands fabricants, tandis que petits développeurs, techniciens de terrain et solutions improvisées sont écartés. Cela remplacerait maintenant un système basé sur la flexibilité et l'innovation par un modèle plus lourd, plus rigide et plus contrôlé. Et cela c'est mauvais pour les Russes. Et c'est là que la boucle est bouclée avec Yuri Vaganov, qui, malgré son manque d'expérience militaire, a été placé à un poste clé. Ici aussi, les critiques viennent directement de leur propre rang. Mauvaise de priorité, équipement insuffisant, qualité en baisse. Et l'image d'ensemble qui en ressort est assez explosive. En effet, un domaine qui est devenu crucial sur le front, à savoir le combat de drones en première ligne, est actuellement réorganisé par la hiérarchie et déplacé vers l'arrière. Et beaucoup de ceux qui l'ont justement mis en place ne voient non pas là un progrès, mais un grand recul. Ce qui va maintenant faire extrêmement mal aux Russes, car ils ont perdu leurs moyens de communication avec Starlink. Les Ukrainiens lancent lentement des offensives et annoncent cours de plus grandes pour 2026. L'offensive russe progresse à peine. C'est un statu quo depuis plus d'un mois, rien ne change. Cela fait 1 mois et 1 jour sans aucun progrès. Le Donbass n'a toujours pas été conquis. Et ce que les Russes savaient en bien faire, tout aussi bien que les Ukrainiens, c'était justement de fabriquer de petits drones FPV assez près du front et de les utiliser directement sur la ligne de front. Ces personnes savent tout de suite ce qui fonctionne, les contre-mesures de l'adversaire, ce qu'il faut améliorer, les innovations viables, ce qui marche moins bien et comment améliorer les choses. Ils pouvaient surtout agir vite et efficacement dans une zone où ils voyaient aussi les conséquences de la guerre. Mais maintenant, tout cela leur est retiré. Tout sera alors transféré entre les mains d'autres entreprises qui n'acquièrent pas cette expérience du front aussi rapidement que les soldats sur place. Elles fabriquent alors des drones qui leur reviennent peut-être moins chers, avec lesquels elles peuvent gagner plus d'argent et qui sont peut-être même subventionnés par l'État. Bien sûr, ils regardent, parce qu'ils ne sont pas stupides non plus, ils cherchent évidemment à en tirer le plus de profit possible, car au final, peu leur importe que la Russie perde la guerre en Ukraine ou non, tant qu'ils ont gagné assez d'argent. Et ils ont pu en profiter et s'enrichissent ainsi, tandis que les soldats au front vont maintenant avoir de gros problèmes, car tout cela va se regrouper d'un coup. Pendant ce temps, la Russie a également complètement interdit le service de messagerie Telegram au front. Des officiers fouillent les téléphones à la recherche de l'application et les soldats pensants sont punis, selon des rapports de soldats russes. Ce qui conduit évidemment au fait qu'au début de 2026, nous parlons d'une période où la communication russe au front est complètement démantelée par la Russie elle-même.
Ils ne peuvent presque plus communiquer entre eux, ce qui est évidemment extrêmement mauvais en temps de guerre. Et à cela s'ajoute maintenant le ministère de la Défense, qui souhaite également externaliser la production de drones et leur développement et prioriser certaines unités, qui ne sont même pas aussi proches du front que ceux qui voient en tout et en ont le plus besoin, alors que l'Ukraine a annoncé une nouvelle offensive de plus grande ampleur. Je dis juste que ça va être très intéressant. Les Russes, ce qu'ils font en ce moment, à mon avis, c'est qu'ils sont en train de détruire leur propre armée sur le front. Et jusqu'à présent, elle n'a pas vraiment été très efficace non plus. Je veux dire, nous sommes maintenant en 2026, 20% de l'Ukraine ont été conquis. Ils voulaient avoir complètement gagné la guerre au bout de 3 semaines au plus tard. Et maintenant, nous en sommes au jour 1555. Le ministère ukrainien de la Défense a déjà analysé uniquement des missiles coréens utilisés par la Russie, avec quelques résultats assez révélateurs. Tout d'abord, la conception est assez remarquable. La KN-23 a en effet un diamètre inhabituel, 110 cm à l'arrière, environ 90 à l'avant. On ne retrouve cela dans aucun autre système connu. La KN-24 fait environ 100 cm, ce qui la rapproche davantage des modèles connus. Techniquement, on observe des parallèles avec des systèmes russes comme l'Iskander, mais il ne s'agit pas d'une copie conforme. On dirait plutôt que la Corée du Nord a pris une base plus ancienne et l'a développée de manière autonome. Et c'est là que ça devient intéressant. Selon l'analyse, la qualité de fabrication serait nettement inférieure aux normes modernes. On parle parfois de techniques de soudure qui seraient plutôt au niveau de celles d'il y a une dizaine d'années. Parallèlement, l'électronique utilise des composants civils de fabricants occidentaux, probablement acquis en contournant les sanctions. On note aussi une différence nette dans la propulsion. Les missiles, malgré un carburant peu performant, compensent que par des moteurs plus grands et atteignent des portées similaires. Cela signifie plus simple, mais aussi plus grand et moins efficace. Mais suffisamment fonctionnel pour atteindre des cibles en Ukraine, et cela s'intègre parfaitement dans un ensemble cohérent. Il y a quelques mois, je crois même en 2024, j'avais évoqué que ce genre de système nord-coréen finirait tôt ou tard par apparaître dans l'armée russe et serait utilisé en Ukraine. Et maintenant, nous les voyons en action. L'analyse confirme donc essentiellement exactement ce à quoi nous pouvions nous attendre. Ce ne sont pas des technologies avancées de Corée du Nord, mais elles suffisent à remplacer certains systèmes russes. Nous ne voyons pas vraiment de grandes différences. Donc, comme nous connaissons et avons évalué la technologie venant de Corée du Nord et de Russie, surtout celle de l'époque soviétique, qui continue d'être utilisée. Donc vous pouvez vraiment comparer avec ce que la Corée du Nord ne fabrique qu'aujourd'hui. La Moldavie a ajouté plusieurs hauts gradés russes en Transnistrie à sa liste de personnes indésirables. Connaissez-vous cette région ? Regardez la carte, je vais zoomer. C'est justement ici. C'est ce qui a été marqué en rouge foncé ou rouge clair en arrière-plan. On voit aussi ici des bataillons russes. Nous y reviendrons dans un instant. C'est une étroite bande de terre à l'est de la Moldavie, à la frontière ukrainienne. Après la chute de l'Union soviétique, la région a fait sécession au début des années 1990 soutenue par des troupes russes. Depuis, un État de facto avec son gouvernement et armée existe, sans reconnaissance internationale et officiellement toujours rattaché à la Moldavie. La Russie garde toujours des soldats sur place. La Moldavie n'a donc aucun accès et la Transnistrie dépend politiquement et militairement de la Moldavie. Cela concerne notamment Dmitri Selenkov, le commandant des troupes russes stationnées là-bas. Concrètement, cette mesure signifie l'entrée en Moldavie n'est plus possible. Et les déplacements à l'intérieur de la région séparatiste sont également restreints. Ainsi, la marge de manœuvre des officiers est en fait limitée à la région elle-même, et même là, elle est partiellement restreinte. Ce n'est pas un geste symbolique. Les forces russes en Transnistrie opèrent déjà dans une situation isolée. On le voit bien, à l'ouest se trouve la Moldavie, à l'est l'Ukraine. Et ici, si l'on zoome un peu plus loin, il n'y a pratiquement aucune issue, même pas par la mer. Donc en réalité, il n'y a rien pour s'échapper d'ici. Si la liberté de mouvement de la direction continue d'être restreinte, cela affecte les contacts directs, la coordination sous toutes ses formes et la présence en dehors de la région. Ici, il y a en quelque sorte des puissances intermédiaires qu'ils ne veulent pas là-bas. Et sur ce, je remercie tous les abonnés, les membres de la chaîne et la Olgu Crew. Un remerciement particulier au lieutenant-colonel Renneke Silatit Ferry Mayerhofer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires. Devenez membre de la chaîne et à bientôt pour le prochain point de situation.